Le secret du phénix d'Aurore Griffon, chapitre 16 et dernier chapitre. La liberté n'est jamais dans sa zone de confort. N'ayant aucun charisme particulier, aucune reconnaissance de quiconque dans son domaine, pas plus que de visibilité, Félicien allait devoir inclure une autre donnée à son équation. Pour ne pas risquer de faire passer le message de la résilience à côté de la plaque, il allait devoir se surpasser en utilisant ce qu'il maniait le mieux et l'amusait le plus. L'humour décalé, la métaphore basique et pragmatique. L'avantage d'une métaphore bien ciblée est qu'à n'importe quel niveau de conscience, une vérité reste une vérité. Ça aussi, c'est de la résilience. Question humour décalé, là, il se sentait bon et à l'aise pour installer une communication avec ses semblables. C'est vieux comme le monde. Quand les vérités ne peuvent être entendues par le roi, on se sert du bouffon comme messager. Le bouffon a bien meilleure presse que l'ange, le perroquet ou le facteur, question message. La babale ou le nonos ont bien plus d'impact sur le toutou pour l'éjecter du canapé que l'ordre verbal et la leçon de morale. Félicien devrait sortir de sa zone de confort pour exprimer son ikigai. Il devrait trouver en lui les ressources lui permettant de sortir de sa grotte et de sa solitude si confortable. Il y réfléchissait avec pragmatisme. Aussi, il se voyait de moins en moins avec un habit de Merlin l'Enchanteur, mais de plus en plus en tenue loufoque, avec un gros nez rouge. Dommage que le déguisement en question et le concept du bouffon du roi aient déjà tant servi. Mais il avait de l'imagination à revendre. Il trouverait bientôt son personnage de scène, une facette de lui-même, bien caricaturale, qui aurait les épaules pour se mettre en avant et en lumière. Lui aussi portait en lui sa part animale, un peu grotesque. Il lui semblait que, d'un point de vue égotique, il ressemblait assez à un blaireau. Le blaireau, cet animal un peu taciturne, un peu grognon et aux apparences solitaires de vieux garçon endurci, vit planqué dans son terrier. Il ne manque néanmoins pas d'une certaine élégance, avec son pelage très graphique. Cet animal, tout comme Félicien, aime naviguer sans trop se faire repérer, lorsqu'il décide de s'exposer au grand air. Ses prédateurs sont des prédateurs redoutables, comme le loup, le renard, l'aigle ou le lynx, ce qui correspondait bien aux différents styles de personnes auxquels il avait eu affaire lorsqu'il s'était trouvé des ennemis. Le blaireau n'a plus de prédateurs lorsqu'il est adulte et mature. Une chance. Le blaireau est fin limier dans ses perceptions subtiles. Il n'aime pas trop la proximité urbaine, et encore moins humaine. Il n'enquiquine personne, mais sait se montrer féroce si l'on en vient à le provoquer, ou à le surprendre. Il est discret, presque invisible aux yeux des promeneurs du dimanche. Il est pourtant là, avec sa corpulence non négligeable. C'est un terrassier hors pair qui construit vaste et profond, pour le confort de toute sa famille et de son clan. Tenace, déterminé et grand gourmand devant l'éternel, le blaireau représentait vraiment bien le tempérament animal de Félicien. Plus cueilleur et opportuniste que prédateur dans son régime alimentaire, cela ressemblait assez à sa dominance égotique d'empate et de sauveur, plutôt que de bourreau. Victime, il ne l'était que rarement depuis sa majorité. Il se plaignait bien moins qu'il ne cherchait à éviter les affrontements ou à se soigner tout seul, en toute discrétion. Et puis, un blaireau était un synonyme de plouc de province, bouseux des campagnes. Ça, Félicien pouvait le revendiquer avec un certain amusement, une certaine décontraction. C'était vrai. Il préférait largement ressembler à un blaireau des sous-bois qu'à un rat d'égout ou à une bécasse des beaux quartiers, à choisir. Félicien se sentait phénix dans sa part subtile, sa part spirituelle, dirons-nous, mais il se sentait blaireau dans sa part égotique. Quel drôle de mélange. Ouais, je suis un blaireau qui écrit avec une plume de phénix et qui va se taper une bonne omelette au cèpe. Ces réflexions m'ont ouvert l'appétit. J'ai faim. Plusieurs semaines étaient à nouveau passées. La vente et le passage chez le notaire avaient eu lieu. Son gros matériel d'imprimerie avait trouvé preneur. Maintenant, il fallait penser à changer de tanière, et rapidement. On était presque arrivé au début de l'été, et Félicien se sentait revivre avec toute cette clarté et ces journées longues et douces. Le nez dans les cartons de déménagement, il savourait cette parenthèse de liberté, sans la routine obligatoire du travail. Il faisait des recherches actives pour se dénicher un bon véhicule, aménageable à son goût, facile à conduire et le moins gourmand possible en carburant et en entretien. Les acquéreurs de son imprimerie étaient aux anges et allaient bon train dans leurs travaux de réaménagement et de décoration. Ils allaient en effet reprendre le bail de location de Félicien, ce qui arrangeait tout le monde. Félicien irait vivre un peu chez sa sœur, avant son grand départ. Les enfants s'en réjouissaient par avance. Ils avaient très bien pris tous ces changements et avaient hâte d'investir leur ancien lieu d'après-classe dans son tout nouveau décor. Ils grandissaient et l'idée d'avoir bientôt leurs entrées privilégiées dans un bar branché les enchantait. Les grandes vacances approchaient aussi pour eux. Il était prévu que le tour de chauffe de la maison ambulante de Félicien se ferait d'abord avec eux lors d'un grand périple aux quatre coins du pays. Chacun avait décidé d'une région à visiter et Félicien se chargeait de tracer et de décider du meilleur itinéraire ainsi que de l'intendance.
Il allait de soi qu'ils voulaient tous profiter de baignades, de bivouacs avec feu de camp et brochettes de chamallow, de dépaysement et pour les enfants, d'aventures extraordinaires à raconter aux copains à la rentrée. Quant à Erwan, il devait certainement accuser le coup. Il avait dû bien se trouver un nouveau coupable à accuser de ses échecs, et pour une fois, ce ne pouvait pas être Félicien. Peut-être le mage noir à qui il avait fait appel avait-il été accusé d'incompétence notoire, puisqu'il l'avait fait atterrir tout droit à l'hôpital, avait brisé son nouveau couple, avait fait capoter son affaire et l'avait mis à la ruine. Félicien l'imaginait bien en train de fulminer. Vrai ou imaginé, en tout état de cause, Erwan était hors circuit, pour de bon. Celui-ci décida d'un commun accord avec mère et enfants de consacrer ses vacances à la recherche d'un nouveau travail et d'un nouveau logement. De fait, il n'aurait pas de temps pour s'occuper de ses enfants cet été. Tout le monde en était ravi. Le livre de Félicien était déjà passé sous presse, prêt à l'édition, juste à temps pour la remise des clés de l'imprimerie. Tout était parfait. Il n'en fallait pas plus à Félicien pour exalter de bonheur. Sinon, il aurait explosé. Il disposait enfin d'un budget pour reconstruire sa nouvelle vie. Il allait faire attention, mais sans toutefois se priver ou se restreindre exagérément. La frustration n'a rien de bon, en ce sens qu'elle crée une future phase d'avidité compensatoire. Tout est question de justesse et d'équilibre dans la vie. Les vacances avec son neveu et sa nièce étaient le bouquet final de son feu d'artifice. Ensemble, ils prendraient sans aucune restriction ou obligation les 2 mois complets pour vivre la grande aventure. Pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment de respirer, de pouvoir disposer de tout son temps, entièrement à sa guise. Sa sœur avait décidé de les rejoindre quelques jours par-ci par-là, aux endroits de leur bivouac, histoire de dépenser intelligemment les quelques courtes semaines dont elle disposait pour les vacances d'été. Elle avait aussi besoin de se retrouver chez elle, sans les enfants, dans le calme, pour prendre soin d'elle et se reposer. Et puis il y avait le petit jardin de l'association à apprivoiser, la parcelle de Félicien, avec l'aide d'Étienne. Des vacances comme celle-là, elle ne pouvait pas rêver mieux. Félicien avait des plans pour la suite. Il avait décidé de consacrer sa période nomade pour faire non un tour du monde classique, mais un tour du monde pour rencontrer des gens extraordinaires. Il voulait savoir comment d'autres personnes avaient pu transformer elles aussi leur vie, savoir comment elles s'y étaient prises pour y parvenir, quelles avaient été leurs histoires, leur parcours, la découverte de leur ikigai si tel était le cas. Il aimerait s'en inspirer par la suite pour écrire ses livres et raconter leurs différents parcours de vie. Avec leur accord, bien sûr. Ferait-il des reportages également ? Il était ouvert à toute sa créativité, ainsi qu'à son intuition et aux opportunités qui pourraient se présenter. Il pourrait ainsi mettre ces personnes en valeur, montrer de façon concrète ce qui se passe lorsque l'on devient résilient, lorsque l'on s'autorise à devenir pleinement soi-même. Il serait leur plume et elles deviendraient très certainement des sources d'inspiration pour les lecteurs. Il voulait poursuivre sa quête de la résilience, peut-être en créant une sorte de méthode, pas à pas, accessible et avant toute chose dans l'humour. Les méthodes de développement personnel, selon Félicien, sont trop sérieuses, trop laborieuses, trop gouroutisées et souvent juste trop théoriques pour donner envie au plus grand nombre de les pratiquer et de les adopter comme style de vie. Elles sont en outre trop souvent orientées pour une inclusion, une adaptation dans des modèles de société déjà existants et pourtant clairement dysfonctionnels. Il avait compris la leçon. Lorsque l'on a la chance de sortir des emprises du monde de l'ego, qu'on a mis le doigt sur son ikigai, ce n'est pas pour y retourner. On y trouve d'ailleurs plus sa place, puisque celle-ci n'existe pas et n'a jamais existé. Ces vieux mondes, ces structures archaïques et tellement hiérarchisées, cloisonnées, sont voués à l'effondrement. Il n'était pas question pour Félicien de nourrir encore plus ces systèmes-là et de couler avec le navire. Ça, non. Au contraire, il voulait se permettre la création de nouvelles choses, de nouveaux paradigmes pour remplacer avantageusement les anciens. La résilience était faite pour ça, car elle n'avait jamais été tentée de façon consciente et organisée, de sorte qu'on ne pouvait savoir exactement sur quoi cela déboucherait, au-delà de l'échelle individuelle. Mais marche après marche, la mayonnaise avait prise pour lui. Il n'avait aucune assurance qu'elle prenne pour les autres. Il se ferait le devoir de l'expliquer correctement et de la rendre accessible à ceux qui voulaient la tenter. Il devait travailler un peu plus sur la structuration de sa méthode, pour en faire une vraie méthode de libération de l'ego. Félicien éprouvait à la fois des fourmillements de peur au cœur de l'estomac, en même temps qu'une grande excitation à l'idée de sa nouvelle vie qui allait débuter maintenant. Ces changements avaient été vraiment importants. Il sentait que l'ego n'était pas tranquille, mais que le maître était affirmé et serein. C'était aussi une forme de dualité qui s'exprimait à l'intérieur de lui. Pour sortir de notre dualité et de nos incessants combats intérieurs, qui se reflètent à l'extérieur tôt ou tard, il suffit de remettre chaque chose à sa place et à sa fonction. Par exemple, lorsque nous passons notre permis de conduire, nous sommes à la fois excités à l'idée d'apprendre à conduire et de devenir très bientôt libres de nos déplacements. Mais nous vivons également des moments de stress, de peur et d'envie de renoncement
face à ce véhicule et à ces apprentissages que nous ne maîtrisons pas du tout. Un conflit intérieur s'installe entre peur et enthousiasme. Notre posture pour régler notre conflit intérieur sera en premier lieu et par défaut celle que nous avions déjà adoptée à de nombreuses reprises face à la nouveauté de l'expérience, avec nos parents ou avec nos référents adultes. Toujours eux, ce sont nos programmateurs. Par exemple, si ceux-ci nous ont martelé que nous n'étions qu'un bon à rien, un incapable, alors nous allons devoir lutter contre nous-mêmes pour ne pas renoncer. Notre fragile psychisme d'enfant aura pris comme une vérité que nous ne sommes qu'un bon à rien, puisque ce sont nos référents adultes qui nous l'ont dit. Tout va concourir à ce que nous perdions nos moyens en volant de cette satanée voiture, et devant le prof puis l'examinateur. Ce ne sera de la faute de personne, ni même de la voiture. Nous allons être challengés dans cette situation pour trouver la juste posture. Ne pas accepter de faire figure de bon à rien ou d'incapable, parce que ce n'est pas vrai, et que cela mettrait un terme à notre nouvelle expérience. Or, c'est en même temps devenu notre zone de confort par défaut, puisque nos parents nous y ont programmé ainsi. Nous ne pouvions pas, en tant qu'enfants, savoir comment réagir face à une telle agression. Tout est parti dans notre grande boîte d'inconscience. Mais à l'heure où nous allons passer notre permis, une formidable occasion se présente pour que cette fois-ci, nous y fassions face de la meilleure manière possible. Nous devrons trouver la force de repousser cette fausse accusation, cette critique destructrice, qui n'est pas représentative de qui nous sommes et de ce que nous valons. De plus, nous devrons nous positionner face à ce nouvel acteur, qui va très certainement nous rejouer la scène de l'insulte ou du dénigrement, en lui montrant non pas que nous sommes super bons et qu'il a tort, mais qu'il n'est juste pas autorisé à nous parler de la sorte. Ces jugements de valeur lui appartiennent, comme ils appartenaient à nos parents, nos référents, alors qu'il se les garde pour lui et qu'il fasse juste son boulot. Quelque part, nous le payons bien assez cher pour qu'il nous forme à ce permis de conduire, pas pour qu'il nous arrose copieusement de critiques, ce supplément n'étant pas compris dans la prestation. Nous pouvons prendre les choses avec beaucoup d'humour si nous repérons à quoi cette situation stressante fait référence dans notre passé, notre vécu. Une fois que cette situation est réglée, plus jamais personne ne s'avancera à nous faire vivre pareille situation. Nous aurons réglé notre conflit intérieur, et notre ego ne tirera plus la sonnette d'alarme lorsque nous nous retrouverons devant un nouveau défi. Tout simplement en réapprenant à nous positionner face au dénigrement ou à la critique, nous aurons vidé de notre boîte de Pandore ce truc-là. Nous serons parvenus à rendre à César ce qui lui appartient. Nous n'émettrons plus la vibration du « bon à rien incapable » et nous n'attirerons plus ceux qui s'en servent pour se défouler, se moquer, se projeter. Si l'on pouvait faire cela dès l'enfance, sans peur des représailles, nos vies seraient magnifiques. Autre exemple maintenant, si nos parents avaient l'habitude de nous encourager à chaque nouvelle situation ou à chaque nouveau défi d'apprentissage, en nous félicitant de nos réussites et en ne nous blâmant pas pour nos échecs, alors nos cours de conduite et notre réussite à l'examen deviendraient une formalité. Nous fêterions cela comme il se doit. Notre prof de conduite sera, comme par hasard, celui de l'auto-école le plus à même à nous encourager et l'examinateur de nous féliciter, par le simple fait de notre posture intérieure de confiance en nous. Nos parents auront fait leur job correctement. Ils nous auront programmés pour rester sereins face à la nouveauté et aux défis de la vie. Grâce à l'éducation que nous avons reçue, nous n'aurons aucune difficulté à sortir de notre zone de confort ou à élargir celle-ci. Il n'y a rien de plus à dire lorsque la programmation est parfaite. Admettons cette fois que nous ayons eu des parents toujours indifférents à nos prouesses. Des parents qui n'avaient que l'exigence de notre excellence pour sembler un tout petit peu satisfaits de nous. Notre permis de conduire deviendra un challenge de l'excellence et une immense pression. Nous chercherons les prouesses pour aller au-delà de la simple maîtrise du véhicule. Ne dépasserons pas d'une demi-heure notre forfait et s'il le faut, nous tricherons pour obtenir le fameux sésame. Notre zone de confort originelle est la pression à la réussite. En absence de réussite exceptionnelle, nous nous sentons complètement anéantis, dévalorisés et insignifiants. Notre prof aussi sera de cette trempe-là, à n'en pas douter, totalement indifférent à nos efforts d'apprentissage, mais intransigeant au moindre faux pas. Notre inconscient nous replongera dans cette réalité passée et nous ne supporterons pas l'échec, ne profiterons qu'à peine de notre réussite. En repérant ce déjà vu, ce déjà vécu, nous pourrons travailler sur la décontraction et la diminution de l'enjeu. L'important est d'obtenir notre permis et de savoir conduire, pas de faire plaisir à qui que ce soit, sinon à nous-mêmes. Admettons, pour en terminer là, que nos parents nous aient élevés comme la 7e merveille du monde. Nous avons été un enfant pourri gâté, ayant grandi dans une cage dorée, surprotégé, étouffé presque, et n'ayant pas besoin de formuler quoi que ce soit pour que nos besoins et désirs soient satisfaits. Il s'agit d'une éducation castratrice,
car nous n'avons jamais eu notre mot à dire, ni aucune initiative à prendre par nous-mêmes. Cela nous était tacitement interdit. Notre zone de confort se résume à obtenir ce que nous désirons sans effort et à nous faire servir, mais pas à faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en nous confrontant à la réalité du commun des mortels. Notre passage du permis de conduire risque fort de devenir une vraie tannée, car nous allons devoir prendre des initiatives seuls et en assumer pleinement les responsabilités. Si nous ne sommes pas performants, nous n'obtiendrons pas le droit de recommencer. Nous sommes inconsciemment opposants à vivre des situations qui engagent nos responsabilités, notre action, nos initiatives ou notre autonomie. Alors il peut tout arriver pour que nous ne passions tout simplement jamais notre permis de conduire. Nous préférerons toujours avoir un chauffeur, prendre les transports en commun, mais resterons paralysés de trouille devant un volant jusqu'à ce que nous trouvions le moyen d'échapper à nos conditionnements. Ce n'est en rien notre faute, c'est notre programmation qui a besoin d'être changée. Notre zone de confort est étroite et sera de surcroît très mal perçue par l'extérieur. Nous serons en plein conflit intérieur dès qu'il s'agira d'une question d'initiative, d'autonomie, de prise de risque et de responsabilité, ou de décision. Nous serons complètement dépassés et souvent démissionnaires ou auto-saboteurs, voire détestables face à un enjeu qui nous engage. Pour dédramatiser, nous pourrions rire de nous-mêmes, car nous ressemblerons à une poule tenant une fourchette. Nous avons le droit d'être gauche et d'en faire des caisses quant à notre malhabileté lorsque ce que nous avons à faire est une toute première fois. Et puis nous ne sommes pas obligés de devenir odieux lorsque nous n'obtenons pas d'un claquement de doigts ce que nous désirons, n'est-ce pas ? Sortir de sa zone de confort demande aussi de sortir de ses défenses égotiques. Tout ceci se joue dans l'inconscient car de manière consciente, nous recherchons tous la même chose. Le bonheur, la facilité, la sécurité et le bien-être, l'expérience agréable. Notre inconscient ne cherche qu'une seule chose, s'épurer, retrouver sa zénitude d'avant l'incarnation. Il va donc nous mettre dans des situations ou des problèmes qui n'ont pas trouvé la bonne réponse, le bon positionnement intérieur, et donc la bonne réaction à mettre en place sur l'extérieur, pour se débarrasser du dossier encombrant et indigeste. L'ego est têtu, redondant et pauvre en solutions efficaces. Hors de son domaine de prédilection, la survie, il est incompétent. Il nous pousse à lutter pour rester dans sa zone de confort originelle, sa matrice, et nous entrave lorsque nous voulons en sortir ou l'élargir. Il est la source de nos conflits intérieurs. Il est aussi le moyen de repérer une programmation délétère, lorsqu'il se manifeste de façon inappropriée. On en revient là au trauma et autres réjouissances du même registre. En faisant l'effort de comprendre un peu les histoires familiales des uns et des autres, nous pouvons jauger de ce qu'est la zone de confort de chacun, à commencer par la nôtre. Cela nous permet de ne plus prendre les choses à cœur et d'en faire une affaire personnelle, comme il est si bien expliqué dans les 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Nous pouvons comprendre qu'il convient d'y aller doucement et gentiment, sans activer de manière inconsidérée ces pauvres bêtes sauvages et terrorisées que sont nos égos respectifs. Le rire et l'humour aident beaucoup. L'invitation à la découverte peut aussi très bien fonctionner, en respectant le libre arbitre de chacun, à commencer par le sien. Ces pratiques sont des outils de la résilience. Quelqu'un qui fait l'effort de sortir de sa zone de confort mérite tous les encouragements possibles, même si à ce moment-là, il ne sera pas très agréable à vivre. Quelqu'un qui réagit violemment lorsqu'il est sorti de sa zone de confort, sans vraiment l'avoir décidé, montre qu'il n'est juste pas prêt à cela, qu'il n'a pas eu son mot à dire et que cette violation de son libre arbitre lui déplaît fortement. Il est sage de ne pas insister si quelqu'un préfère mariner encore un peu dans sa soupe, dans sa zone de confort, même des plus inconfortables, si c'est ce qu'il souhaite vraiment. Le respect du libre arbitre de chacun est capital si l'on veut vivre en paix les uns avec les autres. Il est de bon sens de ne pas aller titiller de trop près un dragon prêt à attaquer, si l'on s'aventure sur ces terres sans y avoir été dûment invité, et de savoir aussi pour quelle raison on a reçu cette invitation. Au travers de cette réflexion profonde et quelque peu professorale, Félicien commençait à clarifier certaines notions essentielles. Il comprenait très bien que son père avait choisi l'option bourreau pour survivre le mieux possible au patriarcat abusif de son propre père. Cela constituait également sa zone de confort égotique originelle. Il n'avait rien remis en question parce qu'il avait bien vu que cela lui procurerait la place la plus sécurisante, et pour longtemps. Devenir un égal de son bourreau en faisait le digne héritier de la famille. C'est ce qu'il voulait, avec son petit problème d'argent qui se rajoutait à ça. Cette histoire de patriarcat devait remonter d'assez loin dans la lignée familiale, ce qui était aussi conforme avec l'évolution de la société en parallèle. Il avait ainsi épousé le genre de femme qui lui convenait, une femme suffisamment compatissante au patriarcat pour devenir son allié. La mère de Félicien était suffisamment misogyne elle-même pour ne pas bousculer l'ego de son époux. C'est ainsi qu'aucune place n'était laissée dans ce foyer aux attributs de la noble féminité.
la grâce, la sensibilité, l'écoute, la douceur, le respect, la générosité, l'art, la magie, et toutes ces choses-là en étaient bannies. Félicien avait eu une preuve manifeste de la misogynie de sa mère, lorsque Clémence, qui était toujours rentrée dans les cordes quelque part, leur avait annoncé son divorce. Elle avait commencé à parler des maltraitances, des tromperies à répétition qu'elle subissait de la part de son mari. Mère et père n'avaient alors fait qu'un bloc pour donner entièrement gain de cause à Erwan. Tout était de la faute de Clémence, qui n'accordait pas assez de temps et d'attention à son mari, qui ne savait pas tenir son foyer, etc. Ils avaient d'ailleurs témoigné en faveur d'Erwan devant le juge, pour lui faciliter la garde des enfants à sa convenance et lui éviter, pauvre chéri, de s'acquitter d'une pension alimentaire. Les motivations d'un homme misogyne ou macho ne sont pas les mêmes que celles d'une femme misogyne. Simplement, elles ne rentrent pas en conflit l'une et l'autre. Pour l'homme, il s'agit d'une peur de la puissance féminine, qui se traduit chez lui par la non-maîtrise de sa libido et de son agressivité sexuelle. Alors la femme est diabolisée et réduite à l'état d'objet. Affaire réglée, c'était entièrement de la faute d'Ève. Pour les femmes misogynes, il s'agit d'une alliance lâche faite avec le patriarcat abusif. Si toutes les autres femmes prennent les coups à ma place, alors je suis en sécurité. Et si je me débrouille pour servir les désirs et les humeurs du chef, je pérennise ma sécurité et j'en retire une récompense. Les motivations d'une femme misogyne peuvent se résumer à cela. Pas étonnant que Clémence ait choisi un milieu professionnel puis familial, avec une misogynie ambiante à couper au couteau. Cela faisait partie de sa zone de confort originelle, à elle aussi. Mais n'y adhérant plus, elle avait dû trouver un positionnement différent. Victime n'était pas sa tasse de thé. Elle aussi devait se débattre avec son ego. Elle avait, tout comme Félicien, opté pour un positionnement de sauveur. Sa maternité, sans doute, l'avait boostée pour changer. Et pour autant, Félicien voyait bien que sa sœur n'était pas complètement épanouie. Elle aussi avait besoin d'essayer la résilience. Oh, il ne chercherait pas ni à la convaincre, ni à la forcer. En revanche, si elle lui demandait un jour de pouvoir lire ses écrits, il lui en ferait profiter avec plaisir. Si ses écrits tombaient un jour par inadvertance dans les mains de ses parents, ce serait Byzance. Lorsque la pression du patriarcat abusif est trop puissante, trop écrasante, trop destructrice, les membres de la famille doivent trouver une solution adaptative pour maintenir une cohésion du clan familial. Sinon, ils doivent accepter de faire éclater la cellule familiale et tout son système. Quel que soit le choix, celui-ci se fait par défaut à travers de l'ego et de ses défenses, faute de connaître l'alternative de la résilience. Ainsi, de père en fils et de mère en fille, jusqu'à Félicien, les hommes et femmes de sa lignée avaient visiblement opté pour l'option bourreau, afin de résoudre un certain nombre de dossiers, dont celui de la féminité, du pouvoir, de l'argent, du matériel. Tu bouffes ou tu te fais bouffer, aurait pu être la devise de son clan familial, finalement. On ne pouvait pas faire plus basique et plus archaïque que cela. Très 19e siècle, l'ambiance générale. En coulisses, la constitution des amitiés, des groupes et enfin des castes a lieu essentiellement par affinité égotique. Victimes entre elles, bourreaux au coude à coude et sauveurs dirigés vers un même objectif. On peut lire entièrement notre société de cette façon-là, à n'importe quelle échelle. Lorsqu'un groupe ou une société entière vit une période d'adversité, alors d'autres positionnements égotiques se révèlent, qui finissent toujours par aboutir à de nouvelles castes. Et si l'on veut abroger les systèmes de castes et de hiérarchie dominant, dominé, intermédiaire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'occuper de l'ego, le remettre à sa place et retrouver sa souveraineté par et grâce à la résilience. Si l'on ne fait pas ça, soyons clairs, on n'en finira jamais. Les périodes d'adversité et de troubles sont idéales pour parvenir à sortir des systèmes égotiques, précisément parce qu'elles proposent un jeu de chaises musicales. Ceux qui n'ont plus de chaises ne sont en réalité pas les perdants, mais bien les gagnants. Ils n'ont plus besoin de batailler leur place, ils sont libres. Celui qui est le plus à plaindre est celui qui se trouve tout seul, assis sur sa chaise, car dès qu'il va se lever, il perdra à la fois son titre et son trône. Ceux qui sont en bas de la pyramide hiérarchique de leur groupe, ou de la société à laquelle ils appartiennent, sont bien plus libres qu'ils ne le croient. Ils savent tout faire et maîtrisent l'autonomie et la débrouille, par la force des choses. Le jour où ils cessent de se positionner en tant que victimes ou qu'esclaves, mais comprennent au contraire que tous ceux au-dessus de leur tête dépendent entièrement d'eux pour leur survie égotique et leur survie tout court, ils deviennent les rois du monde. Dans le monde de l'ego, le chef suprême est celui qui connaît les fonctionnements égotiques par cœur et qui sait les utiliser à son profit. C'est un roi et un stratège de la manipulation. Dans ce même monde, celui qui est véritablement souverain est celui qui connaît son propre ego par cœur et qui ne s'en sert qu'à bon escient. Lui est un maître de sagesse et un faiseur de miracles. Il est simplement sorti de l'enfermement du royaume de l'ego. Parce que l'ego est avant tout une construction mentale, on confond souvent ego et mental. Bien sûr, pour vous embrouiller l'esprit, on peut lui faire confiance. Il n'en est rien. L'ego est à tous les étages de notre être.
Il a son siège et son origine dans la partie reptilienne du cerveau, mais une action absolument dans l'entièreté de notre être. C'est parfait ainsi lorsqu'il en va de notre survie. C'est du grand n'importe quoi dans tous les autres cas de figure. L'ego, à nos dépens, peut influencer nos émotions, nos croyances, nos pensées, notre corporalité, tout. Si l'ego, métaphoriquement, était ce fameux brave toutou gardien de la maison, eh bien nous pourrions le voir vivre en maître des lieux. Il se sent partout chez lui, en lieux et places de son maître, grognant, rusant, faisant les yeux doux pour ne pas être délogé de là où il a décidé de s'installer. Et bien de la même façon que l'on procède pour éduquer un chien qui a pris de mauvaises habitudes, lesquelles en définitive ne le rendent pas plus heureux pour autant. La résilience va nous permettre de rééduquer notre propre ego. Un animal, à la différence d'un humain, ne possède aucun libre arbitre. Il possède un ego, une représentation de lui-même acquise par et dans le milieu qu'il l'a vu naître et grandir. Ainsi, un poussin élevé parmi les chiens aura un ego chien. Devenu poulet adulte, son ego sera réactif pour les mêmes raisons et dans les mêmes attitudes que sa famille canine. Il se prendra pour un chien lui-même et sera désorienté si, du jour au lendemain, il se retrouve traité comme un vulgaire poulet. Si c'est si difficile, voire impossible de réintroduire des animaux sauvages élevés en captivité depuis leur naissance, c'est également pour cette même raison. Il faut tout reprogrammer. Sans libre arbitre, un animal n'est que sa nature et sa fonction, lesquelles lui sont attribuées par son contexte éducationnel. Un animal est son ego, à 100%. Il n'a pas la capacité de décider si oui ou non il a envie d'être ce qu'on a fait de lui. Sorti de sa zone de confort originelle, il est complètement perdu. Il n'a pas le choix de sa destinée, mais seulement celui de sa survie au présent. Ce n'est que pour cette raison que les animaux sont faciles à conditionner, à dresser, à exploiter, à soumettre, à traumatiser, tout comme les enfants. Les animaux sont des êtres hautement sensibles, intelligents, voire super intelligents. Ils développent des capacités liées à leur génétique que nous n'avons pas en tant qu'humains, et que nous exploitons allègrement et facilement du fait de leur absence de libre arbitre. Un humain qui se laisse dominer par son ego perd son libre arbitre. Il ne suit que sa programmation et sa dynamique de survie en fonction de ses conditionnements. Il devient soumis ou dominateur, manipulable ou manipulateur, conditionnable ou corruptible, exploitable ou pervers, suivant ce qu'il aura engrammé dans sa carte mère, en fonction de l'image de lui-même que ses parents lui auront renvoyée. Assurément, il sera complètement dépendant de son groupe si en plus il perd son lien avec la nature. Voilà ce qu'est l'humanité adaptée au monde de l'ego, et ignorante de ses capacités de résilience. Les enfants humains sont ainsi livrés en pâture dans ce monde de l'ego, non pas parce qu'ils sont des animaux, mais parce qu'ils sont considérés encore aujourd'hui comme tels. Leur libre arbitre n'est pour ainsi dire jamais considéré, ni respecté. Ils sont infériorisés par rapport à l'adulte, puisqu'ils leur doivent entière obéissance. Ils sont éduqués pour une adaptation aux règles sociétales de leur caste d'origine. Ce n'est pas une généralité absolue, heureusement, mais c'est un fait à peu près dans toutes les sociétés humaines. Dès la naissance, nos enfants sont répertoriés, vaccinés à outrance, bientôt pucés, sevrés le plus tôt possible, mis en bâtiment d'élevage, sélectionnés, rationnés, conditionnés à obéir, à se conformer et à être productifs au sein de leur caste respective. Et après, on va dire qu'on ne considère pas nos petits comme des animaux ? Toi, tu seras un coq de basse-cour, toi une poule pondeuse. Toi, tu seras une hyène et toi un mâle alpha, comme papa. Quant à toi, tu seras un chien battu. Et puis tiens, toi, tu rejoindras le troupeau des moutons. Allez, les belles biches, les gazelles et les petits lapins de 6 semaines, vous serez élevés à part, vous, bien bichonnés pour servir les grands prédateurs. Quant à vous, les chacals et les tigres à dents de sabre, votre place dans la finance est réservée. Vous, les serpents, les scorpions, les venimeux, allez où, en politique. Et puis vous, les perroquets à beau plumage, vous allez faire de la télé en continu, ça vous ira comme un gant. Génial les perspectives d'avenir dans ce monde de l'ego. La grande leçon pour Félicien prenait fin sur cette image. Utiliser l'ego pour le quotidien revient à utiliser alternativement une fourchette, un couteau ou ses doigts pour manger sa soupe quotidienne. Faute de savoir que l'on dispose aussi d'une cuillère à soupe, nommée résilience, on galère inutilement à vouloir absolument se conformer aux usages appris et attendus. On a tout bêtement l'air grotesque. On perd de surcroît un temps fou à souffrir ou à faire souffrir les autres, et on passe à côté de cette facilité et de ce bonheur que l'on recherche tous. Tout était fin prêt pour sa renaissance au monde. Félicien avait enfin trouvé sa maison ambulante, tout était remis en ordre dans sa vie, dans sa tête et dans son cœur. Il allait enfin pouvoir prendre la route de l'aventure, de l'expérience humaine, avec le grand H majuscule. Son seul travail était de donner des formes à sa magie, et de créer son univers sur mesure. Félicien était enfin devenu ce qu'il avait toujours rêvé d'être,
un alchimiste magicien. Enfin, en apprentissage jusqu'à la fin de son grand tour de compagnon.